Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan pour la deuxième partie du mois de décembre 2017. Alors je voulais finir maintenant pour les mois de l'année, comme ça je peux vous faire une vidéo sur l'année 2017 en général. Voilà. Alors à la fin je vous ferai un petit bilan avec le meilleur, le moins bon, le plus surprenant, le plus décevant comme d'habitude. On va commencer tout de suite. Alors j'ai lu 9 livres pendant la deuxième partie du mois de décembre. Le premier c'est A Christmas Carol de Charles Dickens, donc un chant de Noël, qui est suivi par The Chimes, les carillons, et The Haunted Man, donc l'homme hanté. La première nouvelle, un chant de Noël, suit Scrooge qui est un peu grincheux et qui déteste Noël et qui va se retrouver avoir la visite de 3 fantômes, de 3 esprits qui vont lui... comment dire, vont lui faire comprendre que c'est pas vraiment la meilleure façon d'agir. Voilà. J'ai eu un peu de mal à entrer dans cette nouvelle. Sans doute parce que j'ai comparé Bleak House avec Bleak House, la maison d'Aprevent, avec ces nouvelles. Et peut-être aussi parce que j'ai peut-être besoin de temps en fait pour entrer dans un univers de Charles Dickens. Et Bleak House m'a donné ce temps et pas un chant de Noël en fait. Donc comme je ne l'ai pas apprécié, je pense à sa juste valeur, je le relirai sans doute à Noël. Enfin en tout cas un chant de Noël. Je le relirai à Noël l'année prochaine pour voir si je l'aime un peu plus, tout ça. La deuxième nouvelle, Les Carillons, ça suit Toby Veck qui écoute les cloches et les cloches lui parlent en fait apparemment. Et il pense, comme les personnes haut placées ou les un peu nobles on va dire, les bourgeois, que les personnes pauvres sont mal nées et qu'elles sont juste mauvaises et que de toute façon, voilà, elles doivent être à la botte des puissants on va dire. Donc j'ai aimé la morale de cette nouvelle. Et la dernière, The Haunted Man, était ma préférée. Ça suit Redlaw qui est hanté par son passé et qui va décider de se débarrasser en fait de sa peine. Et on va voir que c'est pas vraiment la meilleure moyen. Donc j'ai préféré la dernière nouvelle, donc The Haunted Man, pour sa morale, pour le personnage de Molly qui ressemble beaucoup à Esther Summerson dans Bleak House. Les 3 nouvelles comportent des éléments fantastiques, ce que j'ai aussi aimé, et j'ai bien sûr adoré l'écriture de Charles Dickens, ça va sans dire. Mais oui, donc j'étais un peu déçue en fait de ne pas aimer un chant de Noël autant que j'espérais, on va dire. Mais on verra l'année prochaine si je l'apprécie plus. Ça reste un très bon livre évidemment. Ensuite j'ai lu The Woman in Black de Susan Hill, La Dame en Noir. Alors là on suit Arthur Kipps qui le soir de Noël se retrouve avec sa femme et ses beaux enfants. Ceux-ci décident de se raconter des histoires de fantômes et en fait Arthur refuse. Parce que on comprend qu'il y a quelque chose derrière, bien sûr. Il prend les histoires de fantômes très au sérieux, puisqu'il en a vécu une. Et donc là, en fait, j'ai aimé le format, puisqu'en fait, c'est un peu... Il revient en arrière pour nous raconter son histoire, on ne la vit pas avec lui au moment où il la vit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un narrateur et un personnage, en fait, concrètement. Et c'est comme s'il nous racontait son histoire, et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette façon de raconter, puisque ça ressemblait à la façon de raconter dans Dracula. Et d'ailleurs, Arthur Kipps ressemble beaucoup à Jonathan Harker dans Dracula. Donc il va se retrouver à devoir mettre en ordre les papiers d'Alice Dravelot et il doit assister à son enterrement. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de la Dame en Noir. Je trouvais qu'elle faisait un très très bon fantôme. Et j'ai vu des commentaires qui disaient que la Dame en Noir n'était pas si bien, le livre je veux dire, parce que en 200 pages on ne peut pas créer une atmosphère assez sombre et assez intense, assez tendue pour une bonne histoire de fantôme. Je suis pas du tout d'accord puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai trouvé que l'ambiance était assez sombre, assez intense, assez tendue justement, et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très bien. Je trouvais que c'était une très bonne histoire de fantôme. Je m'attendais à la fin, j'espérais que ça n'arriverait pas mais je m'y attendais, et c'était énorme, c'était affreux. Et j'ai beaucoup aimé que ça se termine abruptement parce que c'est cohérent avec l'effort que fait le personnage pour nous raconter son histoire. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé bien sûr le design de ce livre. J'ai aimé aussi le mystère autour de la Dame en Noir, on comprend pas tout à fait pourquoi elle fait ce qu'elle fait, et du coup petit à petit les pièces, les puzzles s'imbriquent et on se rend compte que on comprend en fait. Voilà. Donc j'ai aimé ce mystère gothique, tout ça, c'était vraiment très bien. Donc je vous le recommande si vous voulez un peu vous faire peur, parce que c'est pas quand même... Enfin, si, ça donne des frissons, tout ça, notamment parce qu'il y a une scène qui peut s'apparenter à l'inquiétante étrangeté, puisqu'il y a une situation familière, on va dire, qui dans un contexte différent du contexte de l'histoire pourrait très bien être tout à fait normal. Mais justement, c'est rendu inquiétant parce qu'on a les circonstances, c'est pendant une tempête la nuit, c'est un bruit dérangeant dans le silence de la nuit, on va dire, et c'est vraiment une très belle histoire de fantôme.
J'ai ensuite lu Casse-Noisette d'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Donc une petite histoire de Noël, puisque Marie, le soir de Noël, reçoit un casse-noisette et elle va découvrir que ce jouet s'anime la nuit et qu'elle vit des aventures extraordinaires. J'ai aimé l'espèce de mise en abîme à un moment donné dans l'histoire. Donc c'est un peu en fait des histoires imbriquées. J'ai aimé ça parce que j'aime ce procédé. J'ai aimé aussi le paysage magique qu'on découvre à un moment donné. Le problème c'est que je pense que j'aurais encore plus apprécié la nouvelle si ce paysage avait été un peu plus mis en avant. En fait, si on avait un peu plus découvert en fait ce monde parallèle entre guillemets. J'ai aimé l'écriture et ça a un peu ravivé mon souvenir de regarder le film avec ma petite sœur quand j'étais plus petite. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite j'ai lu Fireworks d'Angela Carter, Feu d'artifice. Donc c'est un recueil de nouvelles un peu mixte puisqu'on a des nouvelles réalistes et des nouvelles fantastiques. C'est pas que ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est assez différent de The Bloody Chamber, donc la compagnie des loups que j'avais lu le mois dernier. Parce que la compagnie des loups, surtout des réécritures de contes de fées, des éléments fantastiques partout. Alors que là, comme je vous dis, on a des nouvelles réalistes dont l'action est située au Japon, puisque l'auteur a écrit ce recueil pendant qu'elle vivait au Japon. J'ai aimé la réflexion sur la société japonaise, sur l'apparence, sur l'amour, tout ça, c'était intéressant. J'ai quand même préféré les nouvelles fantastiques, et notamment mes préférés sont... Il y a un mythe de la réécriture... Il y a une réécriture du mythe d'Adam et Ève que j'ai beaucoup aimé, et une réécriture de Robinson Crusoe, que j'ai adoré. Donc mes deux préférés sont The Loves of Lady Purple et Master. Donc The Loves of Lady Purple suit un marionnettiste qui s'épuise en gros à donner vie à sa marionnette. Et j'ai aimé... En fait, je vais pas tout vous révéler puisque sinon c'est clairement un spoil puisque c'est une nouvelle assez courte. Mais j'ai adoré le côté magique de l'histoire et le côté aussi réalité, apparence, fiction, comment ça se passe exactement. Enfin voilà. Je vais pas vous en dire plus sinon je pense que je vais vous spoiler. Et Master aussi, c'est très très bien. C'est assez cruel et assez triste on va dire. C'est aussi sur la condition de la femme. Bah d'ailleurs, en fait, un peu toutes les nouvelles sont sur la condition de la femme, les relations hommes-femmes, tout ça. Il y a aussi beaucoup d'inceste là-dedans. Et en fait, je n'ai pas réussi à vraiment adorer ce recueil au niveau de la compagnie des loups parce que dès l'avant-dernière nouvelle, j'ai senti que je me détachais un peu du recueil puisque l'avant-dernière nouvelle était assez dérangeante. C'était très bien parce qu'il y avait des éléments mythologiques mais c'était assez oui, dérangeant. Et la dernière, alors là ça parle de terrorisme. Alors là, en fait l'auteur est morte avant que le terrorisme... prennent autant d'ampleur on va dire et du coup c'était assez dérangeant de lire la vie d'un groupe de terroristes, voilà, même si ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme actuel, mais non, même c'était, voilà, mais c'était quand même un très bon recueil, je vous le recommande si vous avez un peu peur des recueils de nouvelles vu qu'il est assez court, vous pouvez essayer celui-là. Et en plus ça vous fait un petit mix fantasy, fantastique réaliste. Donc j'ai ensuite lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'un pilote qui tombe en panne dans le désert. Et il va se retrouver, il va découvrir qu'il y a un petit garçon qui vit là aussi, enfin qui se retrouve là avec lui dans le désert, qui sort de nulle part. Donc il l'appelle le Petit Prince et c'est un personnage assez mystérieux qui ne répond pas aux questions mais qui insiste pour qu'on réponde aux siennes, puisque si jamais on ne répond pas, il repose la question des tas de fois. J'ai adoré les leçons que ce livre donne, j'ai adoré le symbolisme parce que ces symboles permettent à chaque lecteur d'interpréter différemment les symboles, justement on peut interpréter comme on veut. J'ai aimé aussi que l'auteur ait mis des illustrations dans son œuvre. Je trouve ça sympa. Et j'aime le fait qu'il pense différemment, tout ça. Enfin, c'est rafraîchissant en fait de lire ce genre de livre. C'est génial. Je suis sûre que je vais le relire de nombreuses fois. Et bien sûr, c'est très émouvant comme histoire. Très émouvant. J'ai adoré le passage avec le renard et la fleur, avec la question de l'apprivoisement, tout ça. J'ai trouvé ça très très beau. C'était... Voilà. Le petit passage du mouton. J'ai trouvé ça très très beau, c'était très très agréable. Voilà. Donc je suis sûre que vous allez réentendre parler de ce livre. Ensuite relu The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite Jack Skellington qui en a assez de tout le temps fêter Halloween. En fait il voudrait du nouveau dans sa vie. Et il va tomber sur la porte de Christmas Town. Et là il va se dire mais je sais ce que je vais faire cette année, je vais remplacer le Père Noël. Parce que c'est pas si simple bien sûr. J'ai adoré l'histoire encore une fois, j'ai trouvé ça assez touchant. Je trouve que Jack est un personnage vraiment très touchant en fait. Ce qui peut paraître un peu étrange puisque c'est une histoire un peu... pas d'horreur mais... une histoire censée être un peu effrayante peut-être. Mais c'était vraiment très beau. J'aime le personnage de Sally aussi.
Voilà. J'aime beaucoup cette ambiance gothique, sombre, tout ça. C'était très bien. C'est drôle, à la fois mignon, drôle et un peu effrayant. Enfin, un peu effrayant. Ouais. J'ai lu How the Grinch Stole Christmas, le Grinch qui voulait gâcher Noël, de Dr. Je ne saurais jamais. Bon, c'est pas grave. Donc c'est l'histoire du Grinch qui déteste Noël et qui veut gâcher le Noël des habitants de Kikiville qui habitent, les gens qui habitent en contrebas dans le village. J'ai beaucoup aimé les graphismes, je trouvais qu'ils sont très beaux. J'ai aimé la leçon évidemment, puisque ce livre donne une leçon sur Noël, la matérialité et tout ça, ce qui est vraiment important. Et j'ai adoré évidemment. J'ai aimé aussi le fait que les... Je sais pas si on peut appeler ça des strophes, on va dire des strophes hein, entre nous. J'ai aimé que les strophes riment entre elles, c'était agréable, voilà, c'était une histoire assez réconfortante. Et je pense que je la relirai quelques fois, vu que c'est très très court, ça se lit très vite. Et j'aime beaucoup le livre est très beau, même, voilà. Je trouve qu'il est très beau, voilà. J'ai aussi relu Rebecca de Daphné du Maurier. Alors la première fois, j'avais pas pu faire ma première lecture, j'avais pas pu faire de ce livre un coup de cœur parce que la narratrice m'avait... Enfin, j'avais détesté la narratrice en fait, elle m'avait vraiment très agacée. Je trouvais qu'elle ne réagissait pas en fait. Puisqu'ici on suit donc la narratrice, qui n'a pas de prénom, qui n'est pas nommée dans le livre. Du début à la fin, on ne connaît jamais ni son prénom ni son nom de famille. Voilà, elle n'est que elle ou je. Et elle va épouser Maxime de Winter, et elle va se rendre compte qu'en fait, elle ne connaît absolument rien de cet homme. Petit 1. Et petit 2, la première femme de Maxime, Rebecca, est encensée par tout le monde. Et du coup, forcément, elle va se comparer à cette première femme, et elle va se rendre compte que son ombre vit toujours dans Manderley. Alors, je ne comprenais pas pourquoi ce livre était resté avec moi, puisque comme je vous ai dit, j'ai détesté la narratrice. Et en fait, je pense que c'est... Je me suis tapée avec mon livre, vous avez bien vu. Je pense que c'est la maison Manderley, en fait, et l'ambiance qui se trouve dans Manderley qui est restée avec moi. En fait, j'ai adoré les décors, l'ambiance, le gothique, le mystère, la fin. J'ai adoré tout ça. Le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est la narratrice, parce que elle est tellement effacée. Elle s'efface complètement devant cette image qu'elle a de Rebecca, et elle n'essaie pas de réagir en fait, donc ça m'a beaucoup agacée. Il y a même une scène avec Mrs. Danvers où je me suis dit mais tu te rends compte jusqu'où tu peux aller? Enfin, réagis. Donc voilà, j'ai eu envie de la secouer on va dire. Mais en fait j'ai adoré ce livre, l'image de Rebecca, la fin, la découverte du mystère, Manderley, le côté cosy aussi de Manderley, le potentiel cosy de Manderley. Parce qu'en fait Manderley est un château, un manoir on va dire, qui est assez sombre et assez effrayant. En fait, il y a une partie effrayante, on va dire, et une partie cosy, douce, où on peut se dire « Oh, mais je vais tellement bien vivre dans cet endroit. » Et j'avais envie de vivre dans Manderley pendant que je lisais ce livre. Et j'avais envie de secouer la narratrice pour qu'elle se dise « Mais regarde le potentiel de ce manoir, regarde tout ce que tu pourrais vivre, regarde à quel point tu pourrais être heureuse si tu arrêtais de te focaliser sur Rebecca. » Parce que le livre s'appelle Rebecca parce que concrètement, la narratrice est tellement effacée qu'on a l'impression que Rebecca, même morte, prend sa place. Bon, ce livre est aussi gothique, donc il y a beaucoup de figures gothiques du genre... en fait, je peux pas vous en parler de ces figures gothiques parce qu'elles vous spoilent le livre. Mais je vous en parlerai peut-être dans une vidéo où je vais étudier Rebecca pour mon mémoire. Du coup, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo où je vous parle des comparaisons que je vais faire entre les différentes œuvres de mon mémoire. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo, je pense qu'il faudra que vous ayez lu Rebecca, puisque sinon vous risquez fortement d'être spoilé. Et aussi Rebecca est une version moderne de Jane Eyre. Et il y a déjà des éléments gothiques dans Jane Eyre. Donc voilà. Donc j'ai adoré, c'était génial. Et la fin m'a encore traumatisée. Voilà. Et enfin, ma dernière lecture de ce mois et ma dernière lecture de l'année, c'est Winter d'Alice Smith. Je vous en avais déjà parlé puisque j'avais lu Autumn en octobre, je crois. Et j'avais adoré. Et donc là, je me suis dit, il y a des chances que j'aime autant Winter qu'Autumn. Et en fait on suit Art et sa mère, donc Art c'est le diminutif d'Arthur, et sa mère qui vont passer Noël ensemble à Cornwall dans une maison qui comporte 15 chambres. Et donc comme dans Autumn on a l'actualité, on a toutes des réflexions sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ça. Et en fait le problème c'est que j'ai pas réussi à entrer dans le livre tout de suite, comme avec Autumn, mais Autumn a réussi à m'accrocher d'une façon différente, notamment avec les personnages, leurs relations, tout ça. J'ai réussi à adorer le livre. Mais là, la première partie m'a paru assez longue et j'ai eu du mal à accrocher au réalisme magique du début du livre en fait. C'était un peu... voilà. J'avais aussi du mal avec les flashbacks, ce qui d'habitude ne me dérange pas du tout. Voilà. Et j'ai vraiment commencé à adorer à apprécier le livre dans la deuxième partie parce qu'en fait,
la première partie du livre essaie de parler de politique, de la planète, l'écologie, tout ce qu'on fait à la planète, tout ce qu'on fait, enfin l'actualité, quoi, la question d'accueillir ou de rejeter un migrant, tout ça. Et en fait, j'étais pas vraiment d'accord avec la première partie. Et en fait, dans la deuxième partie, il y a deux personnages qui arrivent, Lux et Iris. Et on a à peu près la même vision du monde, la même perception, tout ça. Et là, j'ai vraiment réussi à apprécier le livre. Là, il y avait des réflexions qui résonnaient en moi. Là, j'étais convaincue. Le problème, c'est que je peux pas adorer un livre en n'ayant pas aimé la première partie. Du coup, voilà, j'étais un peu déçue. J'ai aimé l'écriture d'Alice Smith comme la première fois. Mais voilà, un peu dégoûtée d'être passée à côté en fait de la première partie. J'ai aimé aussi la question du blog en fait d'Arthur qui tient un blog qui s'appelle Art in Nature et en fait il essaie de ne pas être politique. Et son ami lui fait comprendre qu'en fait il est obligé de parler de politique s'il veut être engagé dans le monde actuel. Et c'était vraiment très intéressant, mais comme je vous dis, j'ai préféré Autumn. En fait, j'ai pas réussi à entrer pleinement dans Winter. Du coup, j'étais un peu déçue. Il manquait quelque chose en fait pour vraiment me... Enfin, il manquait l'attrait de la première partie. Voilà. Mais c'est quand même un très bon livre, bien sûr. Voilà, donc c'était toute ma lecture pour la deuxième partie du mois. Petit bilan du mois complet. Alors, le meilleur pour ce mois-ci, c'est... En fait, il n'y a pas qu'un meilleur, il y en a plusieurs. Les meilleurs pour ce mois-ci sont pour moi The Woman in Black, donc la Dame en Noir de Suzanne Hill, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et Rebecca de Daphné du Maurier. Le moins bon, c'est Lettre à Hervé d'Eric Sagan. La déception, c'est Le Liseur du 6h27 et la surprise, c'est Paradise Kiss, l'intégrale d'Ayazawa. Ce mois-ci, j'ai acquis 31 livres et j'en ai lu 18. Ouais, là, mon objectif de lire plus que je n'achète... on repassera. J'ai lu 4514 pages, j'ai lu 5 recueils de nouvelles, 6 romans, 5 mangas BD et 2 contes. Si on peut dire... ouais, si on peut parler de contes. Ceci implique 3 fantastic fantasy, 1 mythologie, 1 thriller, 1 shoujo, 4 romans contemporains, 2 shonen... non, 2 seinen, pardon, 5 classiques. J'ai continué 2 séries et j'en ai terminé une. Voilà. Donc je vous ferai mon bilan pour l'année 2017 bientôt. J'ai même fait un petit bilan sur mon carnet, tout ça. J'ai essayé de voir ce que j'avais lu le plus, blablabla. Donc je vous ferai ce bilan bientôt. Je vous ferai aussi mes dernières vidéos sur les déceptions, les surprises et les meilleurs livres de l'année. Et on pourra commencer 2018 fraîchement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de les lire, dites-moi. Si vous avez autre chose à me dire, dites-moi aussi. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!